aujourd'hui depuis 4 ans. C'est notre semaine d'anniversaire, donc c'est encore avec un plus grand honneur et encore un plus grand plaisir que je vous y accueille aujourd'hui. Nous sommes centre de formation, donc spécialisé dans la création, dans la gestion d'entreprise et dans le métier qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Donc, nous avons des formations maintenant qui sont ouvertes un peu à d'autres métiers tels que les assistants de direction, assistants comptables, sur des sessions que nous sommes en train de lancer et surtout des modules de montée en compétences qui sont très rapides pour les entrepreneurs qui le souhaitent, avec des formations qui permettent de répondre à des prérogatives, comptabilité, gestion, maîtrise du temps, communication, donc vraiment plusieurs thématiques. Comme vous le voyez bien, vous n'êtes pas dans une salle de formation, puisque nous ne sommes pas que centre de formation. Nous avons donc cet univers de coworking qui nous permet d'accueillir les porteurs de projets qui n'ont pas forcément de bureau, mais également d'y faire des événements professionnels. Toujours dans le même objectif, c'est de permettre justement à un maximum de personnes d'avoir accès aux connaissances, mais également accès à des mises en relation, puisque cette soirée va vous permettre effectivement de rencontrer nos invités, mais pas que, puisqu'il y aura aussi la partie networking qui a vocation justement de vous permettre d'échanger avec la somme d'invités qui sont présents juste ici. Donc, merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence. Merci beaucoup parce qu'effectivement, on a à cœur de pouvoir poursuivre ce type d'événement. Le Made in Guada, c'est vraiment un événement qui nous tient à cœur. Il y a des habitués qui sont ici, qui ont l'habitude de venir sur les Made in Guada. Donc, merci beaucoup pour ça, puisque nous explorons énormément de thématiques. Notre objectif, c'est vraiment de vous permettre de découvrir plein de profils avec des thématiques différentes et avec des angles qui sont totalement différents. Donc, tout un chacun, on peut se retrouver sur ce Made in Guada, mais aussi sur les autres éditions, puisque du coup, les choses ne sont pas récurrentes à IRESA. On innove toujours et ça bouge énormément. Donc, voilà. Ce soir, on a l'honneur d'avoir 2 invités qui ont un agenda très rempli. Et ma collaboratrice, Jenna, ne pourra pas dire que ça avait été difficile pour elle de booker ces 2 personnes. Et donc, du coup, merci. On va les applaudir parce que vraiment, je sais au combien, je fais déjà en tant que chef d'entreprise, on a des agendas en général qui sont bien remplis. Mais ceux-ci ont la particularité de, comme vous l'avez vu, ils entreprennent au-delà des frontières. Et donc, du coup, ils ne sont pas forcément tout le temps en Guadeloupe. Et donc, les agendas, pour le coup, sont hyper sollicités, n'est-ce pas? Et donc, Cynthia, qui est ce soir avec nous, qui a été parfois, souvent en Chine, donc on ne pouvait pas la joindre. Walter, qui du coup, juste avant de venir, était en métropole, c'est bien ça. Voilà. Et donc, on aura en première partie 1 heure où vous allez vraiment pouvoir les découvrir. Je vous invite à prendre note si vous avez des questions parce qu'on ne va pas interrompre cette première partie. Et la seconde partie, par contre, c'est 100% pour vous. Donc, justement, c'est pour ça que vous prenez un maximum de notes. Et si vous avez des questions, ce sera justement l'occasion de les poser à nos invités. Et n'hésitez pas à vous présenter lorsque vous allez prendre le micro parce que l'idée aussi, c'est qu'on puisse vous découvrir. Ça vous va? Comme je l'ai dit, je te remercie de ta présence parmi nous. Si j'avais quelque chose à retenir un peu de ce que j'ai découvert de ta personne, c'est que tu es finalement un enfant du monde, puisque adopté par la Guadeloupe, comme tu le dis parfois dans tes prises de parole, mais originaire du Togo, c'est bien ça? Voilà, avec des études aux États-Unis, un parcours en Hexagone, vraiment cette envie d'explorer le monde et de ne pas s'arrêter finalement au travers des frontières. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre concrètement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es à la tête de 3 magnifiques entreprises? Donc, pour rappel, Icon Caraïbes,
Golden Cynthia, Cynthia Golden, c'est ça, Golden Cynthia, OK, et Casa Factory. Donc, du coup, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à là? Qu'est-ce qui fait que la petite Cynthia s'est dit un jour, OK, c'est sûr, je vais entreprendre, alors même qu'elle avait aussi la possibilité d'être salariée et certainement cadre. Ben déjà, bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Merci pour l'invitation. Donc, effectivement, je suis Cynthia Oufo. Euh, Déjà, pour rebondir sur la toute fin, qu'est-ce qui vous pouvez me dire que, enfin, à la fin, je serai à la tête de 3 entreprises? Rien du tout. Parce que, en fait, je suis issu du salariat où j'ai été pendant 3 ans responsable administratif et financier en banque. Et donc, c'est vrai que j'étais à un poste j'étais bien sur les champs, bonne paye. Euh, mais tout de suite après mes études, je me suis dit, bon, pour les parents, c'est bien d'avoir un poste où on est en sécurité. Mais au bout de même pas 3, 4 mois, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. J'étais pas plus épanoui que ça. Et donc, c'est à l'issue de ça que j'ai commencé, comme on dit, à regarder à gauche et à droite. Et je développerai un peu plus tard, mais c'est vrai que j'étais pas du tout prédisposé, puisque voilà, j'ai fait mes études, comme tu l'as bien dit, tu m'as très bien présenté, merci. J'ai fait mes études aux US, retour, je me suis dit, voilà, je fais au moins 5 ans et ensuite je vois ce que je fais. Et en fait, la tournure a été différente. Pas si évident, l'entrepreneuriat, mais bah, je pense que c'est un peu ma destinée. Donc, au fur et à mesure, je vous partagerai un peu plus. On rentrera dans les détails un peu plus tard. Alors, super. Effectivement, donc tu as parlé de ce passage dans le milieu bancaire où tu occupais quand même des fonctions assez décisives au sein d'une structure. Euh, Quels sont les éléments que tu as pu y prendre, piocher pour justement aujourd'hui euh, gagner en confiance dans les différents projets sur lesquels tu t'inscris? Puisqu'effectivement, il y a souvent ce clivage entre l'entrepreneuriat et le salariat, et pour autant, ce sont deux mondes qui se complètent. Et du coup, est-ce que tu peux mettre en exergue les compétences qui t'ont permis aujourd'hui d'en tirer profit sur les entreprises que tu possèdes? Que j'ai bien entendu. Bah alors, ben déjà, c'est vrai que je suis pas arrivé donc à la banque. Je travaillais à la Lloyds Bank, donc une banque anglaise. J'ai pas été embauché en tant que responsable administratif et financier. Donc, j'ai d'abord commencé comme une assistante de direction. Et déjà, au bout de ces 3, 4 mois, j'émettais déjà l'envie de voir autre chose, de partir. Et bah, j'ai été retenu par la banque en étant promotionné. Et donc, c'est à partir de là que j'ai monté rapidement en compétences. Et, euh, et en fait, j'avais vraiment ce profil polyvalent. C'est-à-dire que j'ai pas du tout fait d'études dans la finance. Donc, je suis issu d'un bachelor en marketing et un master en commerce international. Et donc, quand j'ai eu ce poste, je savais pas vraiment dans quoi j'allais. Je me suis juste dit, bon, bah, c'est la banque, ça fait bien sur le CV, donc pourquoi pas. Euh, donc, au fur et à mesure, donc j'étais souvent retenue. Voilà, je faisais 3, 4 mois, bon, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai envie de partir. Et donc, à chaque fois, j'avais soit l'augmentation de salaire, soit des responsabilités ou soit des promesses qui me mèneraient à encore plus de grades. Donc, effectivement, j'étais arrivé en tant que simple salarié. Je suis passé cadre au bout de quelques mois, mais j'avais toujours cette petite carotte qu'on me mettait
au bout du chemin qui faisait que je partais pas. Mais aucun regret parce que effectivement j'ai appris pas mal de choses. J'ai eu beaucoup de responsabilités. Je travaillais avec des seniors en banque et donc pour préciser, c'était pas de l'accueil au public. J'étais vraiment en back office et donc c'était des gros comptes comme EDF, Total, enfin des entreprises du CAC 40. Donc pas mal de responsabilités, des événements à gérer et et en fait, je pense que c'est cette polyvalence qui m'a permis de sauter le pas et de me dire, bon, bah là, je pense que j'ai suffisamment de compétences sur différents domaines, que ce soit finance, compta, marketing, organisation d'événements. Enfin, vraiment, cette polyvalence m'a aidé à me propulser vers l'entrepreneuriat. Super. Alors, un parallèle qui est tout fait hein, avec Walter, puisque effectivement, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais évidemment, quel était Walter? Merci d'être là, tout le monde. Il y a peu de temps, j'étais là pour le coup, donc c'est beaucoup de plaisir pour moi d'échanger avec vous. Bah, ma vie d'avant, c'était quoi? C'était une vie de responsable de différentes structures. J'ai eu des mandats de directeur général sur différents sujets, des sujets plus ou moins proches de celui que je suis actuellement. Et voilà, donc une succession de postes, une succession de se faire débaucher, un peu comme madame, avec au bout d'un moment donné toujours des choses, des envies de se dire, ben, effectivement, il y a une certaine sécurité, on gagne bien sa vie, on est bien. Mais moi, j'avais ce besoin, en fait, d'être vraiment pleinement en phase avec moi-même, en fait. J'avais vraiment besoin que, même si vous êtes DG d'une structure, quoi qu'il arrive, c'est pas votre âme qui parle. J'avais besoin vraiment d'être ancré dans mon projet, j'avais besoin de m'accomplir en tant qu'homme, et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, mais la vie, en fait, m'a poussé à prendre cette décision, hein. C'est à l'intérieur que ça boue, en fait. C'est un feu que vous avez en vous qui boue, et soit vous faites le choix de pas l'écouter, ou soit, on y va, hein. Je dis souvent, parfois, entreprendre, c'est aussi c'est sauter et construire le parapente pendant qu'on descend, et il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais si vous faites confiance, si on se fait confiance quelque part, il y a de grandes chances que ça y arrive, quoi. Donc, 5 ans dans l'aventure à la tête d'Élite Écologie. Donc, Élite Écologie, rappelons-le, donc une entreprise installée en Guadeloupe, mais pas que, au-delà des frontières, donc en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, maintenant sur le territoire métropolitain avec une antenne à Paris, une qui est en train de se développer. Donc, j'ai eu là mon premier. Je ne savais pas jusqu'à ce soir. Donc, Bordeaux, on va toucher un petit peu partout. Donc, une entreprise créée en Guadeloupe autour de l'écologie. Donc, est-ce que tu peux nous décrire tous les services que tu mets en place justement avec Élite Écologie? Et justement, qu'est-ce qui t'a animé à construire de toutes pièces, hein, finalement, cette entreprise? Et oui, c'est ça, c'est exactement ça, merci. Oui, effectivement, la structure est née il y a 5 ans sous une entité qui s'appelait à l'époque Coaching Plus Caraïbes, où j'ai pu travailler et mûrir mes projets. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là? C'est avant tout, de base, si vous voulez, moi je suis un amoureux de mon territoire, mais un amoureux de l'autre, tout simplement. Et j'avais ce besoin, en fait, de m'accomplir dans un projet où, pour faire un volte-face avec ce que je disais précédemment, ma vie, c'était la vente, c'était les chiffres et c'était les scores. Et quelque part, quand vous devez atteindre des chiffres et des scores, vous devez le faire. Donc, vous n'êtes pas tout le temps en phase avec vous-même. Pour pouvoir vendre, pour pouvoir convaincre, vous pouvez surenchérir, vous pouvez enjoliver une certaine vérité. Vous pouvez acheter et vendre à 2-3 fois le prix parce que le client est réceptif et qu'il est OK parce que vous vendez un produit de marque. Et
Et Elite, en fait, si vous voulez, je pars d'un constat, en fait. Je pars d'un constat qu'aujourd'hui, il y a une catastrophe environnementale qui est en cours, qui est, qui fait peur, qui est mal maîtrisée. Euh, je pars du principe qu'on a un territoire qu'il faut préserver en apportant des solutions. Je me dis que on est cette génération qui a la capacité de le faire. Et du coup, je regarde aujourd'hui qu'est-ce qui existe sur le marché et je me rends compte que pour atteindre en fait le but final qui est de proposer à un client un produit qui va lui permettre donc de réduire son impact carbone, en un, et en deux, de réaliser des économies, puisque les deux sont liés. En gros, la Guadeloupe, la Martinique également, on fonctionne avec une centrale au fioul. C'est-à-dire que quand vous allumez une ampoule, grossièrement, ou une clim, vous démarrez un gros moteur et vous polluez. Un, vous polluez, et puis deux, vous consommez. Donc l'idée, c'était de pouvoir dire, les Guadeloupéens vont pouvoir avoir des produits en fait qui vont leur permettre de moins polluer, on va prendre soin de notre île, et derrière de réaliser des économies. Force est de constater que c'est des produits aujourd'hui qui sont chers. C'est-à-dire que vous voulez installer du panneau photovoltaïque, vous voulez installer des chauffe-eau, vous voulez installer du thermodynamique, vous voulez faire de l'éolien, peu importe. C'est des produits avec un certain coût d'achat. Mais avec un panel d'aides financières qui existe. Mais c'est long, c'est compliqué, ça aboutit pas forcément, le client perd patience et du coup, il va se dire, je vais rester sur mon schéma classique. Donc on a combiné en fait les deux avec des montages financiers qu'on va réaliser auprès de nos clients pour leur permettre d'atteindre en fait l'achat de ce produit-là, en réduisant son coût final. L'acheteur chez Elite Écologie n'est pas tout le temps forcément le payeur. Parce qu'il existe des aides qui peuvent venir des super pollueurs type Total, Esso, EDF. Et puis il existe également des aides qui peuvent venir de l'État, type MaPrimeRénov', des aides qui peuvent venir de la région, du département, de l'ADEME, le Fonds Chaleur par exemple. Donc l'idée c'était vraiment d'aller récupérer toutes ces petites primes et de discuter avec tous ces gens qui eux-mêmes se parlent pas entre eux en tant qu'institution, puisque chacun quelque part mène sa barque et dispose de sa prime, de les mettre dans un package, de proposer une offre commerciale aux clients pour permettre aux clients d'avoir ces produits-là avec un montage de dossier simplifié. Voilà, ça a commencé en Guadeloupe. C'était un franc succès. Voilà, et puis bon, je suis Guadeloupéen et martiniquais, ma maman est martiniquaise, donc automatiquement, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça pousse à bout, et on se dit, mais waouh, en fait, la Martinique, elle est juste là, et pourquoi le Martiniquais, quelque part, pourrait pas y avoir le droit, parce que on est également, c'est la même chose, c'est les mêmes super pollueurs, c'est les mêmes institutions, c'est la France, et du coup, effectivement, l'année d'après, après avoir cartonné sur la première année, s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait on prend les dividendes ou on réinjecte. Donc, on a réinjecté, on a ouvert la Martinique. Puis là, j'ai envie de vous dire, c'est waouh, parce que du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec une boîte en Guadeloupe. Quand je dis du jour au lendemain, d'une année à l'autre, avec une boîte en Guadeloupe, une boîte en Martinique, des salariés en Guadeloupe, des salariés en Martinique, des bilans à réaliser. Waouh! Et l'année se clôture au niveau de la Guadeloupe. Et puis après, c'est la Martinique, pardon, l'exercice. Et puis c'est ces rencontres que vous faites au quotidien, des gens qu'on croise, avec lesquels on discute. Pour ça, ne sous-estimez jamais la personne qui est assise à côté de vous, en fait. Moi, en fait, j'essaie d'accorder vraiment le plein potentiel à tout le monde. Je me dis que si quelqu'un a croisé ma route, je vais essayer de tirer son plein potentiel. C'est ma vision. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, avec des discussions, on m'a dit, pourquoi pas la Guyane? J'avais jamais été en Guyane. Je n'étais même pas vacciné, je ne savais pas qu'il fallait se faire vacciner. Donc, je me suis fait vacciner. Je suis parti en Guyane. J'ai monté Elite Écologie Guyane. On sort un peu, là, du coup, de ce que j'ai l'habitude de connaître, puisqu'on est sur une culture qui est différente. Très hétéroclite, avec beaucoup de mélanges, Surinamiens, les Guyanais, les gens du fleuve, des Indiens, des gens. Et du coup, pareil, je dirais, franc succès.
Je vous passe, on rentrera dans les détails tout à l'heure, parce que quand je vous parle de franc succès, c'est franche bataille. Franche, je retrouche mes manches, franche, il n'y a rien qui m'arrête. Parce que le succès, c'est aussi ça. Et du coup, Élite Écologie Guyane se monte. Je prends un directeur parce qu'on est encore plus loin. Donc là, je recrute mon premier gros cadre que je débauche d'une super boîte métropolitaine. Donc voilà. Et cette année, voilà, c'est reparti. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les dividendes. On se lance. En France, il y a un produit qui est sorti qui s'appelle le thermostat connecté. Donc en fait, c'est des têtes de radiateurs qui vont venir replacer les têtes de radiateurs sur les radiateurs hydrauliques ou électriques. C'est trop techniquement, mais c'est tout bête, c'est des petites têtes qu'on met encore en place, qui sont financées du coup par un coup de pouce de l'État pour permettre en fait aux Français d'avoir le radiateur qui communique tous entre eux. Donc du coup, dans le schéma d'Élite Écologie, de réduire son impact carbone, de permettre de réaliser des économies d'électricité. Et puis voilà, une rencontre avec en fait, les personnes qui financent sur ce type de projet, les obliger en termes de C2E. Après, ils calibrent toute une zone. Donc, une rencontre, Walter, pourquoi tu fais pas ça? Quelqu'un de mon réseau qui a pour ambition de repartir sur la métropole et qui me dit je pars, je dois partir, je sais pas ce que je vais faire là-bas, une discussion. Et puis je me suis dit j'ouvre Paris, quoi. Et c'était il y a 5 mois. D'une occasion à une autre. Exactement. Grosso modo, c'est ça. C'est ça. D'une opportunité à une autre, d'une confiance à une autre, de mon réseau à un autre, du gars qui était assis à côté de moi à celui qui était assis à celui d'à côté de l'autre. Et puis voilà, puis on avance tranquillement. OK. Alors, du coup, un parcours qui est riche et un peu aussi, tout comme toi, Cynthia, parce qu'effectivement, on a dit aujourd'hui, tu as 3 grosses structures que tu gères. Quelle a été la première, justement? Donc, quoi tu t'es lancé en premier? Et voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors la première structure, ça aurait été donc Icône Paris. Donc, on parle d'un beauty bar. Alors, dit beauty bar pour donner le côté un peu fancy, un peu, vous voyez, parce qu'en fait, je suis pas esthéticienne. Et donc, le principe, c'est de lui donner un nom qui ressemble pas à l'esthétique. On fait un peu de l'esthétique, mais vous voyez, il faut pas que ce soit assimilé esthétique. Donc, voilà, un bar à beauté où on propose tout ce qui va être soins cosmétiques, capillaires. Donc, j'ouvre Icône Paris étant à la banque. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas tout de suite lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai sécurisé les choses. 1 an après avoir intégré la banque, donc, j'ai commencé en ligne en proposant des ventes privées. Donc, à l'époque, Facebook, ça fonctionnait bien, des publicités. Donc, je publicite. J'ai commencé par le capillaire. Donc, je proposais des extensions. Donc, je me déplace en Belgique où je réalise une vente privée. À l'époque, ma sœur habitait en Belgique. Elle m'a dit, écoute, Paris, c'est un peu saturé. Viens qu'on essaye en Belgique. Donc, je prends mon salaire et je fais une commande d'extension en Chine. Donc, lorsque je les reçois, je pars en Belgique, vente privée, et au bout de 2 jours, j'étais parti pour 1 semaine. Au bout de 2 jours, j'ai plus rien. Donc, je rentre à Paris et j'avais commencé à l'époque, donc on parle de 2016. Donc, j'ai commencé au mois de novembre. Et donc, je me disais, comme c'est bientôt les fêtes, je vais réinjecter ce que j'ai gagné pour proposer ça en Guadeloupe. Ça me permet de partir en vacances, puisque pour la petite histoire, donc effectivement, je suis d'origine togolaise, donc par mes 2 parents. Je suis arrivé en Guadeloupe quand j'avais 15 ans, donc en 3e. D'ailleurs, Jimmy, à l'époque, je faisais de l'athlétisme et j'ai rejoint la Juventus de Sainte-Anne, donc j'ai reconnu mon ancien collègue d'entraînement. Et donc,
je décide de venir en Guadeloupe. Ça me permet de voir ma maman qui elle est restée là. Aujourd'hui, ça fait 20 ans. Donc, je fais une vente privée en Guadeloupe. Je vends sur des parkings, des strip-rands, ni des Nice. Donc, je donne des points de rendez-vous. Rendez-vous sur tel parking. Je prends mes petites affaires et pareil, au bout de 4-5 jours, j'ai plus rien. Donc, je profite des une semaine qui me reste. Et je fais ça pendant 1 an, des va-et-vient comme ça. Et je commence aussi à vendre sur Paris, puisque j'ai aussi de la demande sur Paris. Et donc, pareil, je fais venir mes clients à la banque. On m'appelle sur mon portable, je descends à la réception. Carrément, c'est la réception de tout le centre d'affaires qui m'appelle. Madame Aoufo, vous avez quelqu'un qui vous attend à la réception. Donc, je descends avec les mèches. Tac, tac, tac. Et je vends mes mèches au sein de mon travail. Donc, je fais ça pendant 2-3 ans. Et donc, au fur et à mesure, j'évolue d'un point de vue branding, marketing. Je fais des choses, je dépose la marque, etc. Et puis, en fait, là, je me rends compte que mon travail, je suis plus du tout dessus. Je commence à faire des erreurs. Je me dis, oh, si je fais des erreurs et qu'on me grille à vendre mes mèches dans le centre d'affaires, là, ça va être bizarre. Donc, je demande à mon employeur une rupture conventionnelle, et chose qu'il n'a pas acceptée, bien sûr. Donc, je commence j'indique que, bon, je pense que le mieux, c'est qu'ils acceptent plutôt que je fasse un abandon. Parce qu'il faudrait bien que j'ai encore cette sécurité. Donc, moi, je fais bien les choses et tout. Je leur demande, ils me disent, OK, donnez-nous 6 mois. OK, pas de souci. Donc, je me remets à fond. Et au bout de 6 mois, ma rupture est accordée. Donc, je quitte la banque en 2018. Et en fait, en 2018, je me dis, bon, allez, je ne sais pas trop ce que je fais avec Icône Paris. Je ne sais pas trop si je veux rester à Paris. J'avoue que je suis un peu saturé. Je commence à voyager, donc je fais le tour de l'Afrique de l'Ouest. Et toujours, je continue. Donc, j'avais créé une petite équipe sur Paris pour faire les envois des commandes. Et donc, pendant 6 mois, je fais un peu ce tour de l'Afrique. Et en fait, c'est vrai qu'avec l'athlétisme, parce que c'est ce qui m'a permis d'aller aux États-Unis. J'étais recruté pour une fac américaine. Et en fait, je me rends compte que je ne suis pas très proche de mes origines. Donc, j'avais ce besoin de reconnexion. J'étais, j'ai envie de dire, plus guadeloupéenne que togolaise. Donc, je reconnecte. Et donc là, je pense que ça me donne une force pour revenir en Guadeloupe et lancer vraiment Icône Paris en physique, proposer d'autres prestations, etc. Donc, on parle là de 2018, 2019 passe, et je prévois un voyage en Chine. Donc, avant ça, j'avais déjà fait des petits va-et-vient pour rencontrer mes fournisseurs. J'avais été 2-3 fois en Chine. Et du coup, 2019, je me dis, bon, allez, là, je fais un bon coup, je prépare mon conteneur, je fais les choses, et boum, Covid. Donc, on rentre dans le Covid. J'avais eu mon visa et tout, mais je n'avais pas pu l'exploiter. Donc, je me dis, bon, bah, allez, le mois suivant, l'autre mois, et puis là, on est là-dedans pendant un bon 6 mois. Ouais. Mais 6 mois sans pouvoir bouger. Et sauf que moi, mon objectif, c'était d'ouvrir un lieu physique. Et je me disais, bon, bah, OK, je ne pense pas que la Chine va réouvrir maintenant. Donc, ils n'ont pas réouvert tout de suite. Ils ont réouvert... C'était le dernier, quasiment. Tout à fait. Ils ont réouvert vraiment... Bah, ils ont réouvert en janvier 2023. L'année dernière... Enfin, fin d'année 2022, pardon. Ils ont réouvert en novembre 2022. Donc, en fait, entre 2000... le Covid, c'était quand c'était 2020 2019. Donc, en fait, de 2019 à 2021, je suis en train de me dire, mais moi, j'ai besoin de la Chine pour ouvrir mon matériel, mon agencement. Je ne peux pas acheter des trucs en Guadeloupe. Déjà, je ne trouve rien qui me plaît.
c'est trop cher. Donc, je me positionne sur le Panama. On m'avait parlé du Panama. Il faut savoir que moi, j'aime bien. Je suis une grande voyageuse, j'aime bien prendre des risques. Je voyage toute seule. Donc là, je book mon voyage pour le Panama. Et en fait, Panama, là, c'est le début du Covid, justement. Je vois rien, tout est fermé. Échec. Mais bon, ça m'a permis de voyager. Et en fait, c'est là qu'on annonce qu'il y a la fermeture, des frontières. Ah, tu étais au Panama? Oui, j'étais au Panama. Donc, en fait, le 14, je devais rentrer le 17 mars. Et en fait, ils ferment le 16 mars. Donc, je cherche un billet pour rentrer. Sinon, je fais mon Covid au Panama. Donc, j'arrive à rentrer en Guadeloupe le 16 mars. Et donc, ensuite, on est dedans, on réfléchit, qu'est-ce que je fais pas, sachant que l'Afrique, en fait, n'était pas trop sur le Covid. Les choses étaient, ça s'est vite réouvert par rapport à chez nous en Occident. Finalement, je me dis, lorsqu'on est mai-juin, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter la Guadeloupe en physique. Donc, je me fais un petit espace chez moi où je reçois mes clientes. Parce que jusqu'à présent, en fait, j'avais fonctionné qu'en ligne. Et donc, je n'avais pas l'expérience du lieu physique. Donc, au-delà du capillaire, je propose de nouvelles prestations, donc des soins cosmétiques que je fais chez moi. Donc, je fais juste à la sortie du Covid, je fais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et là, je vois des allers-retours chez moi. Et je dis, oh, il y a trop de gens qui viennent chez moi, il faut que j'ouvre. Donc, je me donne le challenge d'ouvrir. J'avais commencé les soins chez moi au mois de fin mai. Et il fallait que au 27 juin, le jour de mon anniversaire, j'ouvre le lieu physique. Tu t'es donné toi-même la deadline? Ouais, je me suis donné la deadline. Je me suis dit, vas-y, je mets 5 000 €. Je fais un petit truc parce qu'en fait, j'avais un local déjà depuis 7-8 mois que je payais dans le vide, puisque du coup, il y avait le Covid, etc. Et donc, là, je me donne ce challenge-là, sauf qu'on arrive à la date. Et un possible budget, je m'étais mis 5 000 €. En fait, la première semaine, j'avais déjà usé ce budget. Donc, en fait, je travaillais dans ma petite chambre et tout ce que je faisais, je le réinjectais dans les travaux, dans l'agencement du bar à beauté. Et donc, finalement, j'ouvre le 12 juillet 2020. Ouais, ça fait 4 ans, l'année prochaine, ça fera 5 ans. Donc, j'ouvre en juillet et j'utilisais le même franc succès. c'est le terme. Et donc, en fait, je continue comme ça, je développe. Il faut savoir que je proposais des soins amincissants et pendant le Covid, tout le monde avait bien... C'était bien. Donc, du coup, j'ai tout le monde qui vient en plus proposer une technique qui n'était pas encore présente, qui n'existait pas encore en Guadeloupe. Donc, j'ai surfé sur la nouveauté, l'innovation. Ça a été comme ça pour Icône Paris. Ça s'est développé au fur et à mesure. Et puis, après, on commence à s'ennuyer. Donc, soit on développe l'activité en question, soit on fait autre chose. Et moi, en fait, de par mes voyages, parce qu'effectivement, j'ai vraiment cette bougeotte, je m'étais dit, il me faut un autre truc que ça, là, le beauty bar, parce qu'en fait, à un moment, les gens, ils s'épuisent, les tendances, elles changent. Et puis même, on est dans une période de crise, donc il faut faire quelque chose où, même si c'est la crise, on est obligé de consommer, donc la bouffe. Donc là, me vient l'idée de faire quelque chose qui est en phase avec mes convictions, ce que je consomme. Et je voulais pas faire un truc genre faire pour faire. Je voulais faire un truc vraiment qui allait changer, qui
J'ai rien innové. Donc, Cassava Factory, ce sont des cassaves revisités. Pourquoi cassava? Pas pour le mot cassave, mais pour le mot manioc en anglais. Cassava, le manioc, ça se dit cassava. Donc, pour présenter justement le manioc sous toutes ses formes. Donc, en forme de cassave revisité et des bubble tea où on propose l'amidon de manioc parce que pour votre juste pour information, en fait, les petites perles noires, les billes noires qui sont un peu, je sais pas comment dire, chewy là, je sais pas comment, voilà, gélatineuses. C'est tout simplement l'amidon du manioc qui a été cuit pendant 1 heure dans du sucre brun et c'est ce qui donne. Et donc, c'est là où je me dis, bah ouais, c'est bien, cassava, ça me permet de faire un plat, voilà, d'exploiter exactement. Donc voilà, je me rends au Brésil parce qu'ils travaillent beaucoup de manioc au Brésil. Donc, je me rends au Brésil pour connaître un peu les techniques. J'avais peur, en fait, J'avais eu des contacts pour tout ce qui va être farine de manioc en local, mais les prix étaient tellement hauts que je me suis dit, il faudrait peut-être que j'ai un plan B. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'étais rendu au Brésil, voir si au cas où j'ai pas de possibilité de me fournir en Guadeloupe, puisque l'idée, c'était quand même de me fournir localement. Vaut mieux avoir un plan B. Donc, j'y suis allé. J'ai vu justement qu'ils proposaient sous différentes formes que dans les cassaveries. C'est pour ça que je ne me positionne pas comme une cassaverie, mais vraiment comme cassava à part entière. Et donc, là, c'est la course folle pour l'ouverture de Cassava Factory. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand je vois que les frontières réouvrent fin 2022, je commence vraiment à reconnecter avec la Chine. Et donc, j'équipe le kiosque parce que c'est un kiosque que j'ai ouvert donc, à l'île de Nice. Donc, je fais tout faire en Chine, donc que ce soit la partie ameublement, packaging, même aller voir des fournisseurs de perles, de sirop liés au bubble tea. Donc, je me rends à Taïwan, puisque Taïwan, c'est le pays dans lequel les bubble tea sont nés. Donc, je dirais ma marque de fabrique, c'est d'aller là où on fait des choses à la base. Et c'est ce qui me donne toujours des idées. Donc voilà, je développe Cassava Factory en 2023. J'ouvre le kiosque en juin 2023. Et puis, au fur et à mesure, en fait, d'aller en Chine, j'ai beaucoup de demandes. On me sollicite beaucoup pour est-ce que tu peux faire venir tel ou tel produit pour moi? Est-ce que tu peux aller vérifier telle marchandise? Et donc, c'est là que Golden Cynthia naît, où en fait, je consulte les entreprises. En fait, je suis acheteuse également pour le compte d'entreprises en Guadeloupe, mais aussi dans d'autres îles et pays du monde. Et donc, voilà, je suis acculée, mais je kiffe. Donc, voilà un peu la petite histoire de Cynthia. Quels étaient justement tes challenges les plus costauds? Ne me fais pas toute la liste. Ouais, non. En fait, je vais parler de mon challenge actuel et qui me donne mal à la tête. C'est les ressources humaines qui peuvent des fois même te décourager de ton business. Et c'est pour ça que c'est important, comme Walter disait tout à l'heure, de croire en soi et de se faire confiance et de croire en son projet parce que sinon, c'est des personnes extérieures qui peuvent te décourager. Et si tu as cette persévérance, cette abnégation, ça te permet justement de faire abstraction et de pouvoir avancer, de toujours, chaque jour, à chaque réveil, et avoir cette motivation pour aller tout casser. Mais oui, effectivement,
moi, aujourd'hui, mon plus gros challenge dans le business, je dirais que c'est les ressources humaines. C'est très difficile. Et, Je te valide à 1000%. ouais. L'humain, c'est plus compliqué à gérer, puisqu'en fait, le temps d'un temps, les gens doivent vivre votre rêve. Sauf qu'il y a des gens qui, pour le coup, peuvent prendre votre rêve pour le leur et vouloir modifier certains paramètres dans votre rêve. Donc, votre rêve. Ouais. Non, mais dans votre rêve, les canards sont blancs, lui, il a décidé que les canards seront roses, et pourtant, c'est votre rêve. Et après, vous avez aussi toutes les personnes qui, pour le coup, ont du mal à faire la part des choses entre leur vie personnelle et l'univers professionnel. Et donc, du coup, c'est le plus compliqué à gérer. Parce que vous savez pas que la dame, son enfant, il est malade, il était malade toute la nuit. Donc, effectivement, quand elle arrive, elle a du mal à taper sur les touches de l'ordinateur, vous le savez pas, mais en même temps, vous avez payé un temps. Donc, vous voulez un rendement. Vous êtes un patron. Et vous devez optimiser les gens. Vous voyez ? Vous devez faire preuve de compassion et de compréhension. Mettre des outils en place, par exemple, journée enfant malade, vous devez créer des choses. Mais vous ne pouvez pas non plus. Vous n'êtes pas une association. C'est ce que j'allais dire. En fait, aujourd'hui, on se retrouve en tant que chef d'entreprise à faire du social. C'est ça. Et ça prend beaucoup d'énergie. Ça coûte. Et c'est un peu. Après, je pense que le format, je suis content de ce format parce que ça permet aussi de faire passer certains messages. Parce que on a une jeunesse aux Antilles. Je pense que par rapport à la métropole, on a un taux d'entrepreneuriat qui est très important. Mais on a aussi le taux le plus élevé de fermeture de structures. Et ça, je pense que c'est une question de mœurs, de valeurs. Aujourd'hui, pourquoi les ressources humaines, je dis que c'est compliqué parce qu'on n'a pas tous la même notion d'un travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, en tant que chef d'entreprise, je me retrouve des fois à devoir quémander pour avoir quelqu'un que je paye. Et ça, c'est difficile parce que ça ne fait pas évoluer, ça ne développe pas le pays, enfin l'île. Et ce constat, je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un taux d'entrepreneuriat élevé, parce que souvent les gens ne se rendent pas compte à quel point, quels sont les sacrifices qu'un chef d'entreprise peut faire. Les sacrifices sont énormes. Pareil, hein, mais moi, avant de pouvoir me payer, c'est à travers les structures, il a fallu monter des choses, mais qu'est-ce que j'ai pas touché? Enfin, je me suis assis sur pas mal d'argent que j'aurais pu avoir pour payer un tel, pour faire ci, ça. Et ça, c'est difficile. Ouais, c'est difficile parce que le salarié, lui, il n'en a pas conscience. Le salarié, il n'en a pas conscience. En plus, on a notre histoire, le peuple antillais. Donc, à partir de là, ça veut dire que peu importe votre couleur de peau, patron égale oppresseur, mais qu'il est là pour que commander moi ça, mais qu'il veille. Sauf que vous ne pouvez pas dire oui à tout le monde. Je ne peux pas dire oui. La boîte, elle ouvre à 8h. Je veux dire, à un moment donné, t'es là à 8h. Oui, mais je devais déposer ma fille à. Oui, mais elle aussi, elle doit déposer sa fille, puis elle aussi. Donc, à un moment là, ça a une habitude et demie, tout le monde. Et puis, ma société tourne pas. Vous voyez ? Alors. Mais à 8h30. Oui. Bon, à 8h30. Oui, et puis. Et ils sont fâchés. Ça veut dire que c'est vous, dans l'histoire, c'est vous la mauvaise personne. C'est-à-dire que les ressources humaines, je la valide à 1000%. C'est vraiment la gestion des gens. C'est ce qui est le plus énergivore. Et parce que, en plus, je pense qu'on a ça comme parallèle, en plus quand vous êtes une bonne personne. Parce que vous allez vouloir entendre les histoires de tout le monde. Vous allez vouloir essayer de trouver des solutions à tout le monde. Mais après, au bout d'un moment, on ne veut plus. Et ça fait après des chefs d'entreprise qui sont machin, on va dire, mais c'est un connard, lui, celui-là, machin. Il n'a pas entendu que, machin, ma fille... Non,
non, parce que moi aussi j'ai une fille, au final. Et je suis là, et tu es payé. Et après, on peut vous dire, ah, mais regarde, il ramène toi l'argent. C'est quelque chose qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps. C'est une discussion que j'ai eue avec un de mes collaborateurs. Il m'a dit, oui, mais Walter, le problème avec toi, c'est que tu ramènes toi l'argent. Je lui ai dit, mais tu es là pourquoi? Je ramène pas tout à l'argent. Ce qui fait qu'on est présent aujourd'hui, moi-même, c'est l'argent. Donc, la facilité laissait même dans une culpabilité en me disant, je suis un capitaliste, je pense qu'il y a l'argent. Mais non, parce que toi, même si tu viens travailler quelque part, c'est pour avoir cette somme. Donc, après, vous voyez, vous vous mettez des œillères. Et par contre, il faut faire attention de ne pas se perdre, pour le coup, de ne pas perdre son âme là-dedans et de ne pas devenir quelqu'un non plus d'aigri et méchant. Mais vous vous mettez des œillères et vous vous dites, mais ouais, quoi. C'est sa vie. Moi, et après, voilà, vous dites, mais j'ai payé pour ça, quoi. Je veux dire, mais j'ai payé pour que mon magasin soit ouvert à 8h. Et on peut parler à 8h10 tous les jours, 8h30 tous les jours. Et voilà. Et 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, bah, oui. ça fait quelque chose. Ouais. Bon. Et puis ça vous fait du... Moi, ça me fait un truc, moi, en fait. Moi, quand je sais que ma boîte a boîté alors que j'ai pas les gens, que les gens vont en retard, moi, ça me fait un truc, ça me fait de la peine. Moi, quand je vois mes bureaux qui sont pas occupés alors qu'ils sont censés être occupés, ça me touche. Et maintenant, je compose plus, en fait. Vous voyez, là, aujourd'hui, je compose plus parce que j'ai des salariés, en Martinique. Je vous dis, là, en ce moment, c'est un climat social qui est très compliqué. Mais mine de rien, ça fait 4 jours qu'ils ne travaillent pas. Mais c'est 4 jours pendant lesquels ils vont être payés. Vous pensez qu'ils vont me dire, ça fait 4 jours, tu ne vas pas gagner d'argent, on va déposer des congés pendant ces 4 jours-là? Non, frère. Organise-toi, donne-moi des outils pour que je fasse mon télétravail, paye mon internet, paye mon téléphone, paye mes affaires, mets des process en place, et les gens pensent à eux. Est-ce qu'ils ont tort? Non. Donc, en tant que patron, est-ce que moi j'ai tort de penser à ce moment-là à moi et à ma société? Non plus. Voilà. Alors, on veut quand même revenir sur du ultra positif parce qu'effectivement, il y a des challenges, mais de toutes les façons, plus on développe une structure et plus on a des ambitions, plus les challenges se multiplient sur des formes plus ou moins différentes. Mais maintenant, quels sont les conseils que tu pourrais donner, Cynthia, on va commencer par toi, à une personne qui justement a ce jeu aussi, ouais, et qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Quels seraient soit des tips, soit un conseil, soit une recommandation que tu pourrais du coup lui transmettre? Ben, moi, je vais donner 3 conseils très, Wow, t'es généreuse, hein? très, très rapides. Déjà, le premier, Walter l'a dit tout à l'heure, c'est déjà croyez en votre projet. Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, c'est pas la personne d'en face ou ceux avec qui vous allez travailler ou le banquier qui va plus croire en vous. C'est important quand vous défendez vos projets, vous allez faire un prêt à la banque, vous allez vous rechercher, faites des levées de fonds. Enfin, si vous n'êtes vous-même pas convaincu de votre projet, ça ne sert à rien. Si vous êtes fébrile, c'est pas la peine. Soyez solide. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, l'entourage. Entourez-vous bien. Moi, je vais vous dire, au départ, j'étais là, je voulais faire cavalière seule. Je me disais, non, j'ai pas besoin des gens et tout. Les gens, ils sont là, ils vont me mettre des embûches. Là. Faut juste bien sélectionner, Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'expérience qui me permet de parler comme ça, mais il faut faut écouter l'instinct. Si votre premier instinct vous dit, ah, ici c'est bancal, c'est bizarre, n'allez pas. Mon instinct, ma mère m'a toujours dit, au début, j'y allais plus par force par détermination. Donc, ça m'empêchait de voir certaines choses. Mais j'ai appris à me poser, prendre du recul et me dire, OK, c'est là, je vois que c'est pas trop ça. J'y vais pas. Je suis beaucoup plus posé dans ce que je fais. C'est vrai que bon, ça se voit peut-être pas comme ça, mais je suis très solitaire parce que en fait, j'ai besoin du peu de temps qui me reste à moi et maintenant à mon petit garçon que j'ai eu il y a pas longtemps.
il faut que je puisse avoir cette énergie. Donc, je sors pas, je suis pas dans des soirées ou alors je choisis. En fait, je choisis. Vous voyez, avant d'arriver là, je fais une sieste. Vous voyez, je suis arrivé un peu en retard, enfin même très en retard. Je suis obligé de me préserver. Donc ça, entourez-vous donc des bonnes personnes. Et le troisième conseil, bah, je le laisse pour Walter, en fait. Merci. Moi, je vais vous en donner aussi quelques-uns. Le premier que je pourrais vous donner, c'est apprenez à dire non. Et ça, croyez-moi, c'est un travail pour tout le monde. Apprenez à dire non, je ne veux pas. Stop. Non. C'est la base. Parce que si vous dites oui, oui, oui à tout le monde, encore plus quand vous montez, vous avez une trajectoire, vous grillez. Ensuite, effectivement, prenez soin de vous, physiquement et spirituellement parlant. Je sais pas si c'est Allah, si c'est Bouddha, si c'est peu importe, si c'est Jésus, vous voyez ce que je veux dire, mais croyez. Ayez des valeurs humaines, de bien. Partez pour faire le bien. Et même pour un homme de bien, quand c'est la guerre, c'est la guerre. Ok? Mais ne déclenchez pas. Venez de façon pacifique, toujours. Aspirez à trouver quelque chose de positif. Amenez une énergie positive, constructive, quantitative, qualitative. Soyez dans le... Voilà. Par contre, quand vous vous rendez compte qu'à un moment donné, c'est down, c'est stop, il faut arrêter. Ne vous fourvoyez pas. Ne vous mentez pas à vous-même en tant qu'entrepreneur. C'est des échecs qu'on peut avoir. Vous pouvez vous tromper, vous rendre compte que vous vous trompez. Ne persistez pas dans vos erreurs. Voilà, et puis après, kiffez surtout. Faites-le par passion, faites-le par amour, faites-le parce que ça nous fait vibrer, parce que quand vous allez vous réveiller le matin, soyez fiers de vous. Parce que plus vous serez fiers de vous et convaincus de vous, mais il n'y a personne. Mais qui va me dire, ah, moi, je ne peux pas faire quelque chose? Personne. Ce n'est pas de l'arrogance. Je suis sûr de moi. Tout à l'heure, je lui disais, quand Cristiano Ronaldo prend le ballon à 35 mètres et qui se met pour regarder, et qui regarde les gars comme ça, un gars normal qui ne le connaît pas, il va dire, mais c'est quoi ce gars-là? À 35 mètres, il va frapper le ballon, il va le péter. Et puis en plus, il bombe son temps, il fait des petits pas comme ça, il fait le gars qu'il a en challenge avant. Mais quand il le pète, boum, il a fait but. Il est arrogant? Non, il est fort. Il est sûr de lui. Voilà, soyez sûr de vous. Donc, on va ici et chance en vous. Prenez soin de vous en tant que porteur de projet, entrepreneur ou même salarié de toutes les façons. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Entourez-vous. Ça, c'est quelque chose qu'on répète tout le temps à Erisa. Apprendre à dire non. Ça, effectivement, je pense qu'on ne le dit pas assez. Apprendre à dire non, c'est vraiment fondamental puisque des propositions peuvent venir régulièrement, des suggestions, des avis. Alors là, on a toujours un avis sur ton propre business. Donc, apprendre à dire non. Et puis, finalement, kiffer. Donc, on va s'arrêter sur cette première partie en espérant que ça vous a plu. Oui. Vous êtes toujours avec nous? Vous avez bien noté les questions, j'espère, parce que du coup, on va faire circuler le micro. Beaucoup déjà pour votre présentation et vos encouragements parce qu'on en a besoin en tant qu'entrepreneur. Je le suis aussi, j'ai un centre de formation de travail souvent avec Maëlle aussi. La question qui me vient, parce que je suis un peu dans une étape charnière aussi, moi, de mon entreprise, c'est quel est l'atout que vous avez mis en place comme une force de vente commerciale, une force de frappe commerciale, ou qu'est-ce qui a fait justement que votre entreprise elle a décollé en fait? Ce qui m'a permis de décoller, donc ouais, je regarde
Bon, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en fait, l'authenticité. Donc, aujourd'hui, les gens ont besoin d'avoir confiance dans ce qu'ils consomment, avec qui ils vont fonctionner. Et, euh, et donc, moi, je vends pas de rêve. Je vends pas du vent. Donc, dans tout ce que je propose, je suis sûr de ce que je propose. Je suis convaincu. Enfin, je suis. Donc, en réalité, par exemple, enfin, si je vends pas, si j'ai quelqu'un qui rentre dans mon magasin ou qui vient à Cassava et qui veut pas consommer, je suis pas là à quatre pattes. Je connais mes produits et donc j'offre l'authenticité. Donc, et c'est pour ça que quand je parle de réseaux sociaux, c'est à travers les réseaux sociaux, notamment sur Golden Cynthia, bah, je vends mon authenticité. Donc, au ciné, bah, ça m'apporte des clients. Donc, je dirais, ça va dépendre des business peut-être, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me. Bonsoir. Pour ma part, c'est. Alors, oui, aujourd'hui, on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour communiquer, se faire connaître, pardon. Mais ce qui a. Oui, on vend pour le coup. On vend et on propose un produit avec avantage financier. Donc, ce qu'on a fait à l'échelle d'Élite Écologie, c'est on a cassé la chaîne du CDI dans la tête de beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Élite Écologie Guadeloupe, c'est 35 conseillers info énergie. Martinique, à peu près 30-35. En Guyane, une centaine de personnes qui sont tous âgés entre, je dirais, 18 et 60 ans. Et on leur a expliqué en fait comment devenir auto-entrepreneur. On leur a créé un métier, on leur a expliqué comment faire leur première facture, comment travailler. Ça m'a permis en fait, si vous voulez, de payer du coup de faire des frais sur la société, donc de payer des entreprises. Et ça a permis aussi à des personnes qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans le schéma du CDI classique, d'avoir un emploi. Donc on les a sensibilisés sur la catastrophe environnementale, parce que derrière, le fait d'aller vendre le produit pour nous n'est pas suffisant. Il faut donner un explicatif aux gens du produit, comment il est, pourquoi il existe, etc. Et de fil en aiguille, d'annonce en annonce, de recrutement en recrutement, on s'est forgé une petite armée. Et aujourd'hui, on a effectivement une force de frappe commerciale qui est assez impressionnante, avec que des indépendants pratiquement sur la partie commerciale. Sur la partie pause, parce qu'on pose également, donc là c'est différent, on a, de par les systèmes de prime, on est obligé de passer des examens et d'avoir des salariés. Donc on a des salariés sur la partie pause, mais sur la partie force de frappe financière, on a pris des gens et on leur a créé leur première facture, on les a aidés à monter leur statut d'auto-entrepreneur, on les a accompagnés, on les a formés, et aujourd'hui, il y a des gens qui vivent de ça. Bonsoir tout le monde. Je suis Olivia Mello. Ravie, merci beaucoup. C'est une grande richesse, tout ce que l'on reçoit en cet instant. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est une question que j'ai à poser, mais en tout cas, j'aimerais partager un constat sur les réalités des ressources humaines. Il est question de catastrophe écologique à l'échelle planétaire. Et pour moi, il se traduit la même chose dans chaque humain actuellement. Donc, il y a une mutation planétaire, en effet, au niveau écologique, mais qui n'épargne pas non plus l'humain. Ça sous-entend que ce qui se passe au niveau du collectif se passe aussi au niveau de l'individuel. D'où une réalité énergétique à prendre en compte, énergétique au niveau de la planète, mais énergétique au niveau de chaque être humain. Et ça augmente aussi le mal-être au travail, le taux d'absentéisme, parce qu'on n'a pas encore pris conscience que ce qui se passe au niveau du collectif
se passe aussi à l'intérieur de chaque individu. Cette transmutation qui est en cours pour tout le monde. Et ça, on n'en parle pas assez. Et ça veut dire que les entreprises vont connaître de plus en plus ces gros défis au niveau de la gestion des ressources humaines. Donc, il sera intéressant que chacun de nous puisse se demander comment il peut aussi accompagner l'individu dans cette réalité énergétique qui le dépasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la question que la personne n'a pas envie de travailler. Ça la dépasse ce qui est en train de se passer. De la même chose que ça dépasse nous tous au niveau du collectif. C'est ce que je voulais partager et transmettre, parce que l'avenir actuel nous demande de gros défis, de se connaître nous-mêmes. Et effectivement, cette considération vers l'autre, mais qui va nous demander d'aller de manière encore plus fine dans qui nous sommes, dans notre impact sur cette terre, au niveau collectif, au niveau individuel, au niveau de nos pensées, de nos émotions et de nos interactions à tout un chacun. Donc les défis sont importants. Bonsoir. Donc, bonsoir Cynthia, bonsoir Walter. Donc, je m'appelle Noah Lévance. J'effectue un master en commerce international. Donc, une similarité avec Cynthia. Donc, ma première question, ce serait, on parle souvent de réussite ou jamais d'échec. Donc, est-ce que vous aurez un échec à partager avec nous qui vous a permis justement de pouvoir apprendre beaucoup mieux sur vous et sur votre entreprise? Et la deuxième question, ça serait, on parle aussi rarement des investissements, que ce soit en immobilier ou en bourse, pour pouvoir construire un patrimoine vraiment dans le futur et dans l'avenir pour vos enfants. Donc, est-ce que vous pouvez aussi discuter et nous partager votre avis sur ce sujet, s'il vous plaît? Les échecs, oups, il y en a, hein. Parce qu'au début, Walter, tu disais que, en fait, son succès, c'est pas que le succès à proprement dit, c'est aussi les échecs qu'il y a eu pour, soit pour apprendre ou pour réussir à la fin. Enfin, en tout cas, le négatif fait partie du succès. Et je sais pas si on peut appeler ça des échecs. Tu sais, je vais te dire ce que je vais aller avec elle là-dessus. Je sais plus qui a dit soit je gagne, soit j'apprends. Je sais pas qui, je ne sais plus qui a dit ça, hein, mais moi, c'est une phrase qui me. Moi, j'ai pas d'échec. C'est pas, encore une fois, je suis pas arrogant, moi, j'ai que des apprentissages. Ouais. Pour apprendre à faire du vélo, on va tomber. Ça fait mal, on a des poumons. Mais bon, c'est faire du vélo. Ma vie est parsemée d'apprentissage. Pas plus tard que ce matin, j'ai perdu un marché de 450 ballons sur la Guyane. J'ai appris que je devais avoir une décennale avec ça dessus et ça va plus m'arriver. Ouais. Voilà. Non, mais non, mais oui, parce que bon, des échecs, en fait, oui, c'est des points négatifs, mais est-ce que c'est vraiment finalement des points négatifs, non? Parce que, par exemple, moi, sur Golden Cynthia, ce que je vends, c'est mon expérience. Donc, c'est tout ce que j'ai perdu en temps, argent, et peut-être par émotion. Donc, si je peux éviter à certaines personnes, c'est entre guillemets ces échecs, c'est ce que je mets c'est ce que je propose. Donc, vraiment, il n'y a pas d'échec. Maintenant, tomber et refaire la même chose qui nous a fait tomber, là, par contre, oui, c'est un échec. Et en termes de patrimoine,
effectivement, en fait, quand on se lance dans le business et qu'on est passionné, des fois, on a la tête dans le guidon, et on oublie certaines choses. Donc, effectivement, des questions d'ordre, qu'est-ce qu'on fait pour le futur? Je sais très bien que je ne serai pas à la retraite, enfin, je ne vais pas toucher ce que l'État propose. S'il propose quelque chose d'ailleurs. Mais au fur et à mesure, effectivement, que les années passent et on regarde et on se dit, ça fait 5 ans, on regarde ce qu'on a comme actif et on se dit, là, il serait temps de réfléchir à, ouais, voilà, finalement, j'ai pas grand-chose. Donc, on a les entreprises, oui. Mais ça fait partie justement de l'entourage et aussi des fois de la culture. Puisque moi, tout ce que j'ai fait, j'ai monté, j'ai pas eu de parents, ni de personne, ni un sugar daddy qui m'a dit, tiens, c'est un peu d'argent, on va lancer ton business. Non. Je me suis faite moi-même. Donc, du coup, quand tu te fais, toi-même, t'as rien, tu pars de rien. Donc, la construction, en fait, on part au début sur un business. On se dit, mais c'est sûr, au bout d'un an, on fait des prévisionnels. Il va y avoir tant. Dans un an, dans 2 ans, c'est bon, je peux faire ça. Mais les aléas de la vie font que. Et puis là, effectivement, le temps passe et on se dit, il faut penser à la suite. Donc, ça fait aujourd'hui 18, donc ça fait 7 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'aux investissements immobiliers, enfin, je pense aux investissements immobiliers que maintenant. J'ai pu acheter un appartement en métropole, appartement que j'ai revendu pendant le Covid parce que j'étais en galère. Parce que je pense que j'avais cet appartement plus, pas pour plaire, mais oui, mais j'étais acculé. J'avais des charges, le prêt qui tombait. Donc, j'avais plus de charges que d'argent qui rentrait. Donc, comme il disait tout à l'heure, il faut savoir arrêter l'hémorragie et se dire, stop. Donc, j'ai reconstruit des choses et effectivement, aujourd'hui, je suis plus posé pour penser aux questions d'IMO. Qu'est-ce que je laisse pour moi-même déjà, enfin pour plus tard et pour mon ou mes enfants. Donc, ça prend du temps et il faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut prendre le temps. Il faut pas faire pour faire, pour plaire à la famille. Voilà. Il n'y a pas d'ordre. Enfin, pas qu'il n'y a pas d'ordre, mais il n'y a pas de timing. Ouais, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Et vous ne pouvez pas tout faire. Et puis, aujourd'hui, c'est sûr qu'on parle beaucoup d'optimisation immobilière. J'achète des appartements. J'ai commencé avec un appartement, j'en ai 10. Waouh, pourquoi pas? Et ça existe, ça fonctionne. Mais vous ne pouvez pas couvrir tous les livres à la fois. Vous ne pouvez pas vous construire aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et arriver au bout de vos rêves et penser à développer. Moi, c'est tout comme elle, c'est maintenant où avec mon conseil, on parle d'optimisation fiscale, optimisation immobilière, de montage de holding. Mais dans un premier temps, vous savez, moi, mon premier conteneur, j'ai pris toutes mes économies. Hein. J'ai pris toutes mes économies, les études de mes enfants. J'ai tout pris, j'ai tout mis et j'ai pris un conteneur. Et j'ai dit à ma compagne que ça allait payer. Et ça n'a pas payé tout de suite. Donc c'était très tendu chez moi. Parce que j'avais tout pris. J'ai pas pris un peu, j'ai pris tapis. J'ai acheté un conteneur de ballons thermodynamiques à l'époque que j'ai fait venir de Chine. Et il n'y avait plus après. Il n'y avait plus. Je me rappelle et puis j'avais pris des bureaux, donc j'ai payé de ma poche. Les premiers salaires, ça rentrait pas. J'ai payé de ma poche. Je me rappelle toujours un soir, je suis assis chez ma compagne, on mange, elle me dit, le mois prochain, il n'y a pas de copain de loyer.
Ah, vas-y, là, il n'y a plus. Là, on a payé le dernier salaire pour ta personne, ton loyer payé. Après, Doudou, il n'y a plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et je lui ai dit, mais ça va tomber. Et, et bah, mais après, c'est tombé. Les premiers financements sont tombés. Les premiers accords se sont créés. Mais, ouais, il faut aussi oser. Je vous dis ça, je vous dis pas pour toutes vos économies d'aller acheter un conteneur, hein, mais peu importe votre aime, il n'y a pas de. Si vous ne donnez pas, vous n'aurez pas. Hein. Il faut vous donner entièrement. Il faut vous mouiller, il faut y aller. Hein. Ouais. On va prendre une toute dernière question. S'il y en a. Merci. Justement, oui, bon sang. D'ailleurs, merci pour tout ce que vous avez apporté jusqu'à maintenant. Je vais justement rebondir sur cette dernière intervention et chercher à comprendre qu'est-ce qui vous a permis de passer à l'action. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce moment où en fait on est un peu bloqué, on se sent, on sait que peut-être ça va réussir, mais on a inverse l'impression qu'il y a peut-être un autre truc encore que j'ai pas encore fait. Le si que peut-être que là ça va pas passer. À quel moment en fait vous avez fait ce travail sur vous? Vous avez pris enfin ce courage d'aller tuer le mammouth. Oui, il n'y a pas eu de moment. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat on est un peu dans cette vibes de ouais, il faut être entrepreneur. Mais il faut un peu de inné. Il faut que ce soit en vous, en fait. Quand tu prends le risque, c'est parce que comme tu disais, Walter, tu crois en toi, et puis tu dis que, bon, même si ça casse, en fait, tu ne penses même pas que ça va. Hein. C'est ça, ouais, tu ne penses même pas. Tu es persuadé de ton truc, donc ouais, moi, honnêtement, j'ai pas eu ce feu vert là, où je me suis dit, bon là, c'est là, en fait, je sais pas, c'est venu comme ça. C'est la vie, en fait. C'est ta trajectoire de vie, avec à un moment donné, bah, c'est là, en fait. Ça peut être, j'en sais rien, t'es dans une boîte, ça se passe pas bien, ta copine t'a quitté. Enfin, je pense que c'est propre à la vie de tout à chacun. C'est qu'à un moment, c'est la vie et ton feu qui font que c'est là, en fait. En fait, c'est là, et tu as ce besoin de t'accomplir, et tu es persuadé au fond de toi-même que tu vas t'accomplir, et tu t'écoutes toi, et t'écoutes plus personne, en fait. Est-ce que du coup, ça a répondu à votre question? Tu peux dire hein, si ça t'a répondu. Reste ça. Peut-être qu'on aurait pas de grand. Oui, avec plaisir, on va faire la peinture tout à l'heure. Entre deux coups de pinceau, il te dira exactement comment ça se passe. Mais écoutez, je vous remercie pour vos questions. On va passer à la dernière partie qui est une partie qui fait partie du Midi Goda, donc la partie réseautage. Donc, je tiens à vous remercier tout d'abord de votre présence, de votre intérêt pour ce format et pour nos invités. Et je pense qu'on peut se remercier encore une dernière fois. Applaudissons. Et surtout, ne repartez pas sans avoir fait connaissance au moins avec 2 personnes. Je ne sais pas si une, deux personnes. Prenez le temps, ce temps qui est dédié pour vous, pour pouvoir justement élargir vos connaissances. Pas que sur des invités, hein, puisqu'il n'y a pas que des invités. Regardez à côté de vous. Vous avez forcément quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Donc, Erisa, c'est ça, c'est cet espace multidimensionnel, comme je vous l'ai dit, qui allie à la fois l'inspiration, la formation, mais aussi le réseautage. Donc, profitez-en. Je vous remercie et on se dit à très bientôt parce qu'il y aura encore d'autres éditions du Midi Goda. Merci.